Nous allons parler d'abord de la Coupe de France. C'est le Paris Saint-Germain qui a remporté son trophée porte-bonheur. On évoquera toujours en France les Bleus. Karim Benzema de retour en sélection après 5 ans et demi de disgrâce. Ensuite, on évoquera la finale de la Ligue des Champions. Déplacé d'Istanbul à Porto, le président turc Erdogan parle d'une décision politique. Et puis la mort de Maradona, l'équipe soignante accusée d'homicide volontaire de la star argentine. Tout ça, c'est avec Henri Akodo. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers amis. Alors d'abord, notre premier sujet, donc je le disais, on va parler du football au niveau du Paris Saint-Germain. Le PSG a remporté mercredi contre Monaco 2-0, une 14e Coupe de France, son titre fétiche qui lui permet de rééquilibrer le bilan d'une saison compliquée avant le dénouement du championnat. PSG, donc sacré champion de France pour la 14e fois. Vainqueur de la Coupe de France. Vainqueur de la Coupe de France, pardon, j'allais dire. Qu'est-ce qui explique cette belle complicité entre le PSG et cette coupe-là? Il faut préciser que depuis la venue de cette écurie qatari au niveau du PSG avec ce rachat, cette opération de rachat en 2012, c'est une formation parisienne qui a bénéficié d'un recrutement assez intéressant avec une restructuration du club, avec les arrivées de grandes stars, notamment Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Silva qui a quitté le club l'année dernière. Comment ne pas parler de ces deux joueurs, Kylian Mbappé, Neymar, avec cette équipe renforcée. Le PSG a eu à marcher pratiquement sur ses adversaires dans cette compétition de la Coupe de France et cette saison également, au-delà de la difficulté que traverse cette formation au niveau des résultats, éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City. Le PSG n'est pas prêt également n'est pas encore sûr de terminer champion de France. Et bien évidemment, pour sauver cette saison bien terne, ils ont su quand même remporter cette 14e Coupe de France, bien évidemment face à l'AS Monaco en finale grâce à un but de Kylian Mbappé, un autre de Mauro Icardi. Il faut dire aujourd'hui que c'est le strict minimum pour un club du standing du PSG qui rêve grand, qui veut aller décrocher un sac européen, à défaut de le faire cette saison. Il faut sauver quand même la saison par ce trophée qui n'est pas le plus gros trophée, oui. il faut l'avouer, mais ce trophée est quand même le moins de mal pour cette formation qui était en dilettante ces derniers temps. C'est ce qu'on appelle quelque part l'eau de consolation. Effectivement, l'expression elle est bien trouvée, l'eau de consolation. Le PSG a sauvé sa face, finalement, il faut le dire. À défaut de pouvoir avoir ce qu'on veut, on peut se contenter du peu qu'on a. Même si on peut, en tout cas, reprocher à cette formation de n'avoir pas été à la hauteur des attentes, parce que depuis ces 5 dernières années, le PSG a toujours terminé champion de France, avant même la fin de la saison, la fin du championnat, plusieurs journées avant la fin du championnat. Cette saison, c'est quand même une hégémonie parisienne qui est un peu amenuisée au niveau de l'Hexagone, avec cette ascension fulgurante d'une formation comme Lille qui dispute avec le PSG cette place-là, en tout cas ce titre de champion de France, parce qu'aujourd'hui, à une journée de la fin, Lille est devant le PSG d'un point et une victoire des Lillois. En tout cas, lors de la dernière journée, 38e journée ce week-end, face à leur adversaire Angers, permettra au LOSC de pouvoir s'abuser le titre de champion de France après sa toute dernière en 2012. Il faut dire que le PSG depuis plusieurs années déjà régnait sur la France et cette saison, s'il advenait que le PSG n'arrivait pas à décrocher ce titre, ce serait une déception, mais ce trophée peut-être est venu pour en tout cas essayer de permettre au PSG de sauver sa saison.
Alors, est-ce que, en tout cas, ce match livré contre Monaco, remporté donc 2-0, je crois que Mbappé a particulièrement brillé. Effectivement, le PSG était délesté de certains de ses grands joueurs, notamment Neymar, Verratti, Kimpembe, et Mbappé, tel un dinosaure de cette formation, a une fois encore porté l'équipe francilienne au firmament dans cette rencontre. Il faut l'avouer, c'était un match un peu fade, soporifique au niveau du collectif parisien, mais ils ont su réussir à faire la différence au bon moment grâce à un grand Kylian Mbappé qui a fait parler ses qualités individuelles, qui a en tout cas fait reculer la défense monégasque, qui a été précis. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la passe décisive à Mauro Icardi sur le premier but. Vous avez vu un peu sa capacité à aller harceler le porteur adverse et il a récupéré. Il n'a pas hésité à servir sur un plateau d'or l'attaquant argentin qui a ouvert le score et derrière Mbappé a conclu finalement par un deuxième but. Il faut dire sans embâche aujourd'hui que au-delà de la saison difficile que traverse le PSG sur le plan collectif, Kylian Mbappé a quand même en tout cas brillé avec cette équipe, a essayé de pouvoir sauver la face de cette équipe à plusieurs reprises. La preuve, il est le meilleur buteur de la Ligue 1 aujourd'hui, avec plus de 25 réalisations, si je ne m'amuse, et avec ce but-là qu'il vient de marquer pour cette finale de la Coupe de France, il prouve à merveille qu'il est devenu un grand patron de cette formation parisienne, et peut-être qu'il vient d'offrir en tout cas au PSG un trophée juste avant de quitter cette formation, puisqu'il y a des rumeurs récurrentes qu'il envoie du côté du Real Madrid l'été prochain. On attendra de voir. Alors, en tout cas, un trophée, ce n'est jamais de refus, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Quelles sont maintenant les perspectives pour le PSG? Est-ce qu'il y a des choses en vue aujourd'hui? Le PSG a été très actif ces dernières années sur le marché estival au niveau du recrutement. Aujourd'hui, c'est une équipe qui véritablement est en plein doute. Parce qu'il faut le dire, avec ses résultats mitigés au niveau de la Ligue 1, plusieurs défaites concédées cette saison et une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas la saison espérée pour le PSG. Et la direction veut restructurer cette formation. Et il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Neymar vient de prolonger. Le prochain objectif, c'est d'arriver à prolonger Kylian Mbappé, même si ça serait très compliqué. Vous avez également des joueurs comme Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Marquinhos qui occupent une place phare dans ce projet. Mais la direction, notamment le directeur sportif Leonardo, travaille sur plusieurs dossiers pour étoffer cette équipe, pour apporter une plus-value à cette équipe lors du prochain mercato estival. Est-ce que cela suffira à Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur? Le nouvel entraîneur, il faut le relativiser parce qu'il est là depuis décembre 2020. Et donc, la saison prochaine, peut-être qu'il va essayer d'apporter également sa touche. Il va identifier les besoins, en tout cas au niveau de cet effectif, et par rapport à son projet de jeu, à sa philosophie de jeu qu'il veut inculquer au PSG, il va pouvoir recruter des joueurs qui s'adaptent à ce style-là. Peut-être que la saison prochaine, on va avoir un PSG plus rayonnant, plus intéressant, plus souverain par rapport à ses adversaires. C'est l'objectif, en tout cas, des Qataris qui sont obsédés par ce trophée de la Ligue des Champions. Et pour gagner ce trophée, il faut avoir un effectif de qualité, un effectif pléthorique, mais également un collectif de taille pour faire face à ces grands défis. Est-ce que ça va être gagné de convaincre Mbappé de rester? Je pense que ça serait compliqué aujourd'hui à l'état actuel des choses. Parce que Mbappé, quand on voit un peu cette dernière déclaration, d'ailleurs, c'est un joueur qu'on sait qu'il est très fan du Real Madrid. Mbappé, il s'est révélé au grand jeu de la France lors de la saison 2015-2016 avec l'AS Monaco. Il avait fait une demi-finale de Ligue des Champions, éliminé face à la Juventus à l'époque. Et depuis ce temps-là, Mbappé frappait, en tout cas, tapait dans les yeux des recruteurs des plus grands clubs. Il a été champion de France en 2018
avec la France. Il a été vainqueur de la Coupe du Monde, j'allais dire autant pour moi. Avec la France en 2018, il a gagné des trophées avec le PSG. L'année dernière, c'était une finale de Champions League ratée. Cette saison, c'est la demi-finale. En tout cas, le PSG s'est arrêté en demi-finale. Je pense que par rapport aux ambitions de Kylian Mbappé, qui rêve grand, qui veut aller découvrir un autre championnat, un autre environnement, ça serait compliqué de le convaincre de prolonger au PSG. Mais ce qui pourrait jouer en faveur de cette formation parisienne, c'est qu'aujourd'hui, avec le contexte de la Covid-19 qui a affaissé un peu les caisses des grands clubs, est-ce que le Real Madrid est capable aujourd'hui de sortir la grande artillerie, de pouvoir casser sa artillerie pour pouvoir aller recruter Kylian Mbappé, puisque c'est un joueur aujourd'hui. Est-ce que la Maison Blanche est intéressée par ce profil? La Maison Blanche est véritablement intéressée par ce profil. Elle est intéressée quand on suit un peu la une des journaux ces derniers temps, que ce soit le journal Marca, El Mundo Deportivo. Ce sont des journaux qui ont, en tout cas, mis sur la place publique ce désir de Florentino Pérez d'aller dégoter, d'aller recruter ce joyau rutilant qu'est Kylian Mbappé. Là, il ne faut pas se tromper. Les ambitions, elles sont claires. Maintenant, sur le plan de sa réalisation, de sa conclusion, pour être réaliste, pour être pragmatique, est-ce qu'en l'état actuel, quand Florentino Pérez se plaint de ce déficit au niveau des caisses de la Casablanca qui, en tout cas, a perdu 400 millions d'euros sur les 2 dernières années à cause de cette pandémie-là, est-ce que ce serait possible de monter cette opération financière pour aller, en tout cas, recruter Kylian Mbappé au niveau du PSG? Je pense que ça serait compliqué puisque c'est un joueur aujourd'hui qui ne va pas coûter moins de 200 millions d'euros. Vous comprenez bien qu'il va falloir être assez ingénieux financièrement au niveau de la direction madrilène pour pouvoir réaliser cette opération. Mais tout est possible parce que nous sommes dans un monde footballistique qui nous a habitués ces derniers temps à des surprises rocambolesques. Peut-être que Kylian Mbappé et ce dossier-là serait dans cette même lignée. Deuxième sujet, nous parlons maintenant de Benzema. Fin 2015, l'histoire s'arrête brusquement pour l'attaquant français mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape exercée sur Mathieu Valbuena, son coéquipier en sélection. Eh bien, il n'est plus sélectionnable tant que sa situation judiciaire n'évolue pas. C'est ce que tranche le président de la fédération, Noël Le Graët, à 6 mois de l'Euro 2016 en France. Eh bien, cette sombre histoire provoque un flot de réactions jusqu'au plus haut sommet de l'État. Eh bien, cette page aujourd'hui semble être en passe d'être tournée pour Benzema. Le Français a été convoqué par Didier Deschamps pour la prochaine rencontre des Bleus. Bien évidemment, Samuel, ce jour du 19 mai 2021 restera à jamais, du 18 mai, autant pour moi, 2021 restera à jamais gravé dans la mémoire de Karim Benzema, qui retrouve finalement l'équipe de France après avoir été banni de cette sélection pendant 5 ans, vous le disiez tantôt. C'était une histoire assez rocambolesque qui avait secoué le monde footballistique français, au-delà même, avec des réactions des politiques françaises à l'époque. Mais aujourd'hui, cette page est tournée, puisque après quasiment plus de 2000 jours d'absence en équipe de France, Karim Benzema, qui est le 10e meilleur buteur de cette sélection française, 28 buts en 81 sélections pour l'instant, va retrouver en tout cas cette équipe qui l'affectionne tant après quasiment ce temps d'absence. On ne peut que dire en tout cas félicitations à Karim Benzema qui vient de réaliser l'un de ses ultimes objectifs, puisque c'est un joueur aujourd'hui à 33 ans qui a brillé tant au niveau de son club, le Real Madrid, 4 Champions League remportés, mais qui n'a pas encore gagné
au niveau de l'équipe de France. Je pense que l'occasion lui est donnée aujourd'hui de pouvoir réaliser ce rêve tant entendu après cette affaire-là qui avait secoué le landerneau footballistique français. Cette affaire, il faut le rappeler, qui a commencé par cette affaire du CEST par rapport à Mathieu Valbuena, un de ses anciens coéquipiers en équipe de France. C'était en 2015 où, en tout cas, il a été accusé, Karim Benzema, de complicité, de tentative de chantage, parce que, apparemment, selon les éléments de preuves factuelles au niveau du parquet de Paris, il aurait incité les maîtres chanteurs de Mathieu Valbuena. Il aurait incité, en tout cas, Mathieu Valbuena à payer ses maîtres chanteurs, puisque Mathieu Valbuena avait réalisé une vidéo intime avec sa compagne à l'époque, et cette vidéo-là se retrouvait dans les mains de certains individus qui, en tout cas, faisaient des tentatives de chantage sur Mathieu Valbuena. Derrière, Karim Benzema a essayé de les inciter, d'inciter Mathieu Valbuena, bien évidemment, à payer ces maîtres chanteurs-là pour que cette affaire se termine. Et dans les enquêtes du parquet, on s'est rendu compte qu'il y avait une proximité entre ces maîtres chanteurs et Karim Benzema, puisqu'ils avaient grandi dans le même quartier, dans la grande ville de Lyon. Et donc, c'est ce qui avait, en tout cas, c'est ce qui avait sous-tendu cette non-convocation de Karim Benzema à un moment donné, à un premier temps. Et finalement, cette accusation du sélectionneur national, le baïonnais Didier Deschamps, qu'il aurait cédé, en tout cas, à une partie raciste de la France, avait enfoncé le clou finalement. Et Didier Deschamps, étant fâché avec son attaquant, avait décidé de pouvoir rompre avec cette collaboration. Et aujourd'hui, il revient sur sa décision. On ne peut que dire, en tout cas, que Didier Deschamps aujourd'hui, à la lui où vont les choses, il a été peut-être pragmatique. Il a essayé de faire, en tout cas, jouer l'enjeu sportif par rapport à l'extra sportif. C'est ce qui milite en faveur de Karim Benzema. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, il a besoin de Benzema alors qu'il a plutôt un bon effectif. Oui, Samuel, l'équipe de France, c'est une équipe qui regorge de très bons joueurs. La preuve, ils ont gagné sans Benzema en 2016. Ils ont fait une finale de l'Euro en 2018. Ils ont remporté la Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire après 98. Et quand on posait la question au président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, tout récemment, à la veille de sa réélection au niveau de la FFF, il disait, je vais paraphraser ce qu'il disait, aujourd'hui l'équipe de France a progressé, elle a évolué, elle a gagné sans Karim Benzema, il n'est pas proche d'un retour, il est proche de la fin de sa carrière internationale que d'un retour avec les Bleus. Et donc à ce niveau, on se doutait en tout cas de ce scénario auquel on assiste aujourd'hui. Mais quand on analyse, quand on scrute un peu le jeu de l'équipe de France, les performances de cette équipe ces dernières années, ces derniers mois, j'allais dire, c'est une équipe qui tergiverse, qui ronronne sur le plan offensif, qui n'a plus d'attaquant de pointe, de fixation, qui est capable d'enfiler des buts, puisque Olivier Giroud, aujourd'hui, il est en manque de temps de jeu avec Chelsea, alors qu'il est titulaire en équipe de France, même s'il marque des buts sur les derniers rassemblements, il a été un peu terne sur le plan de sa prestation. Kylian Mbappé, c'est un jeune joueur plein d'avenir qui peut également évoluer en pointe, mais c'est un joueur, parfois, face à des blocs bas, n'arrive pas à faire la différence, et on a besoin d'un renard de surface comme Karim Benzema. Donc je pense que c'est ce qui a joué dans la tête du sélectionneur national de la France, Didier Deschamps, qui a voulu placer, en tout cas, l'enjeu sportif devant par rapport à l'extra sportif, puisque Karim Benzema, ses prestations exceptionnelles cette saison témoignent encore une fois de la grandeur de sa personne sur le plan sportif. 25 réalisations en 45 matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même exceptionnel ce qu'il réalise depuis des années au niveau du Real Madrid. Et Didier Deschamps a voulu véritablement faire abstraction de cette affaire extra-sportive et il s'est réconcilié avec Karim Benzema. D'ailleurs, il l'a rencontré, ils ont parlé, ils ont aplani les divergences. Il va retrouver l'équipe de France pour aller tenter de décrocher un troisième sacre à l'Euro
qui va se disputer du 11 juin au 11 juin prochain. Mais le petit bémol, la petite question légitime, en tout cas, ce n'est pas une analyse superfétatoire ni superflue, parce que on peut se poser la question de savoir si, après tant d'années d'absence dans cette équipe, est-ce que Benzema est capable de se fondre dans ce collectif à nouveau? Quelle sera sa relation avec son coéquipier Olivier Giroud, à qui il va chipper vraisemblablement la place à la pointe de l'attaque? Quel sera véritablement ces automatismes avec ces nouveaux coéquipiers? Voilà un peu les questions qui peuvent, en tout cas, relativiser un peu ceux qui s'extasient et ceux qui sont dans l'extase de ce retour. Oui. Troisième sujet, donc, c'est la Ligue des Champions. Elle devait initialement être jouée à Istanbul. Le président turc Erdogan a qualifié de politique la décision de l'UEFA de déplacer la finale de la Ligue des Champions d'Istanbul à Porto. À mon avis, ils ont pris une décision politique. C'est ce qu'a déclaré le président dans un discours télévisé. Je l'appelle politique parce que nous avons été informés il y a 2 ans de la décision que la finale de la Ligue des Champions serait jouée en Turquie, a-t-il ajouté. Alors, qu'est-ce qui a milité à ce que l'UEFA puisse, j'ai envie de dire, délocaliser la finale de la Champions League? Je dirais tout simplement que ce sont des concours de circonstances, Samuel. Oui, certes, cette finale a été attribuée à la ville d'Istanbul il y a de cela 2 ans, après la dernière finale abritée par la Turquie, celle de 2018 remportée par le Real Madrid. Et donc, avec cette situation de la pandémie de coronavirus, avec la restriction au niveau de l'Angleterre, qui a placé en tout cas certains pays sur sa ligne rouge, sur sa liste rouge. Quand par exemple vous êtes un ressortissant anglais et que vous voyagez sur la Turquie, au retour vous devez observer au moins 2 semaines de quarantaine avant de pouvoir reprendre vos activités. Et aujourd'hui, concours de circonstances, 2 équipes anglaises, 2 clubs anglais, Manchester City et Chelsea, sont en finale de la Ligue européenne des champions. Et à ce titre-là, l'UEFA, avec son président Alexander Seferin, n'avait pas le choix de pouvoir changer, en tout cas, cette destination, puisqu'elle pouvait avoir des incidences, en tout cas, inimaginables, en tout cas, sur le calendrier de la compétition, cette compétition elle-même, parce que l'UEFA a pris des engagements auprès des sponsors, et cette finale-là devait être jouée, en tout cas, dans ce mois de juin. Mais avec cette situation de la pandémie de coronavirus et bien évidemment le scénario inédit de cette finale entre 2 clubs anglais, cette finale-là, en tout cas, la logique a commandé l'UEFA de choisir une autre ville, notamment Porto et le stade Dragao, qui va abriter cette finale, après celle abritée également par une ville portugaise la saison dernière, Lisbonne. Donc, quand le président Erdogan parle de politique, il fait simplement de la politique aussi. Il fait simplement de la politique aussi. On connaît Recep Tayyip Erdogan pour ses positions tranchées. C'est un homme qui a le caractère trempé, il est assez sulfureux. On sait l'inimitié entre Erdogan et les Européens. Et, on connaît tout le débat qui concerne cette volonté pour la Turquie de pouvoir intégrer l'Union européenne. Mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont un peu bloqués par rapport à ce processus-là. Et donc, tout cela amène Recep Tayyip Erdogan à pouvoir aller dans cette direction pour accuser, en tout cas, l'instance dirigeante du football européen d'avoir véritablement pris une décision, d'avoir pris une décision politique. Je ne pense pas que c'est le cas, puisque, en tout cas, quand on observe un peu les raisons qui sous-tendent cette délocalisation, ces raisons-là, en tout cas, l'UEFA n'avait pas le choix. C'est la logique, finalement, qui a prévalu. D'ailleurs, même, le président Alexander Seferin, le Slovène, j'allais dire autant pour moi, a dit qu'il serait heureux de pouvoir, en tout cas, attribuer une nouvelle finale à la Turquie pour les prochaines années. Recep Tayyip Erdogan, en tout cas, doit pouvoir se rendre compte de cette
triste réalité aujourd'hui, l'UEFA était obligé de pouvoir délocaliser cette finale tout simplement. Dernier sujet, nous parlons de la mort de Diego Maradona. Le sujet revient encore au devant de la scène puisque l'équipe soignante qui était donc à ses cheveux est accusée d'homicide volontaire suite à une enquête sur la mort de la star, l'ex-star du football brésilienne. L'équipe soignante qui était à son chevet durant sa convalescence est désormais accusée d'homicide volontaire. Selon le parquet, sa mort a été causée par une faute professionnelle. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion? Je n'ai pas les éléments, en tout cas, de preuves factuelles que le parquet prétend avoir pour pouvoir, en tout cas, inculper le personnel soignant qui était au chevet de Diego Armando Maradona. Et donc, c'est une question assez difficile, mais pour le moins, ce qu'on puisse dire, c'est que à l'époque, lorsque Maradona la star argentine avait des malaises, son, en tout cas, médecin personnel, Leopoldo Luque, avait la conviction, en tout cas, qu'une opération s'imposait pour pouvoir sauver sa vie. Et finalement, ça a tourné au drame. Je pense aujourd'hui que si le parquet argentin, en tout cas, parle en ces termes, certainement qu'ils ont des éléments qui attestent cela. On va attendre le procès. On va voir un peu les éléments qui seront à la charge, en tout cas, de ces accusés-là, et ils auront également le temps de se défendre. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais il faut quand même préciser une chose qui est très importante, c'est que aujourd'hui, on constate, en tout cas à bien des égards, que cette fâcheuse disparition de Diego Armando Maradona pèse toujours sur les citoyens argentins qui ne veulent pas l'entendre de cette oreille, et il veut aller jusqu'au bout pour que justice se fasse. Si d'aventure il y a un foot professionnel, ces gens-là seront en tout cas sans doute condamnés. Alors on sait que le décès de Diego Maradona, là, de 60 ans, a énormément fait de mal à l'Argentine. C'est pas parce que finalement c'est lui qu'on fait finalement tout cet tintamarre autour? Je ne saurais le dire, mais vous le constatez avec moi, vous convenez avec moi que Diego Armando Maradona n'est pas une personne banale. Ouais. C'est quand même, pour ne pas dire la plus grande personnalité, la plus grande figure argentine de tous les temps. C'est quand même l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Vous avez vu un peu le tollé que cela avait suscité, que son décès avait suscité, cette réaction même dans le monde politique. Et donc à ce titre-là, Diego Armando Maradona, cette affaire devait être traitée avec une certaine minutie, avec une certaine attention. Ce n'est pas une personne lambda. Et donc, on peut dire, en tout cas, sans se tromper, que c'est parce que son statut, il est assez haut. C'est pour cela qu'il y a une certaine médiatisation autour de cette affaire, et il y a une certaine détermination au niveau des autorités argentines de pouvoir fouiller et de pouvoir aller chercher la vérité. Henri Akodo, merci d'être passé répondre à nos questions. On la pose maintenant et on revient après le journal pour poursuivre avec Regard Croisé.